Et bonjour et bienvenue pour la dernière vidéo pour apprendre les règles de Old World en 7 étapes. Donc pour aujourd'hui, on termine avec les derniers petits détails. Je rappelle bien que si vous voudrez avoir vraiment l'intégralité des règles spéciales du jeu pour éviter que ça fasse une vidéo d'1 h 30 où au final je ne fais que déblatérer, on fait lundi soir à 20 h sur la chaîne Twitch le review et peut-être même 2 streams si jamais ça dure trop longtemps. De toutes les règles spéciales avec vos questions en direct qui seront, espérons, qui trouveront toujours une réponse. Donc n'hésitez pas à bien nous rejoindre. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, ça a été annoncé dans la dernière vidéo, ça sera bien évidemment des quelques règles des décors qu'on n'a pas encore donné. Alors, pas tous les décors, encore une fois, Warhammer Old World comme Warhammer Battle est un jeu de création. Créez vos décors, construisez-les vous-même, chose que moi-même je sais que je ne sais pas faire. Profitez si vous avez ce talent, imprimez-les si vous pouvez, nos partenaires pourront très bien vous guider là-dessus, mais surtout donnez de la vie à votre table de jeu. Ne faites pas simplement une bâche pour jouer une bâche, mais au moins faites en sorte que votre table vous inspire pour sortir vos figurines et vos armées. Donc tout d'abord, on parlera des décors, on reparlera également bien sûr des règles de base pour faire une bataille simplifiée, un fameux champ de bataille classique, une bataille rangée de Old World, avec les conditions de départ, les conditions de fin et comment on finit par marquer des points. Parce qu'il ne faut pas se mentir, mais il y a quand même normalement un gagnant à la fin de la bataille. Donc commençons par les bases. Games Workshop, dans le livre de règles, nous explique que pour une bataille classique, avec une table de 72 pas de large, qui serait donc quasiment la table de Warhammer Battle, littéralement, 1,80 m de long pour 1,20 m, 21 de large, eh bien tout simplement, il vous conseille d'avoir au moins 6 décors de disponibles pour une bataille classique. 6 décors qui sont là pour habiller un petit peu la table. Ne faites pas trop de parties avec un seul ou deux de décors, parce que il va vous manquer quelque chose. Le but du jeu étant bien sûr de faire des manœuvres, des mouvements, de surprendre l'adversaire. C'est ça quand même qui rend un petit peu intéressant les parties de Warhammer Battle ou Old World. Donc 6 décors annoncés sur une table classique. Je vais essayer un petit peu de vous décrire qu'est-ce que c'est que les différents terrains que pourrait nous apporter le jeu et les règles pour les bois, les collines et les bâtiments tours entre guillemets que nous donne le livre de règles. Lorsque vous placez votre champ de bataille, le livre de règles nous explique que vous avez vos décors placés à côté et que tout simplement avec un jet de dés, le plus grand résultat, commençant à placer le premier décor, c'est du dépôt l'un après l'autre, joueur après joueur. Je ne suis pas super fan pour ma part de cette version du jeu. J'aime beaucoup moi accueillir mes joueurs, surtout en plus quand je suis maître du jeu. J'aime beaucoup accueillir mes joueurs avec une table déjà faite, parce que techniquement tu choisis ton champ de bataille au bon moment. Tu choisis pas seulement la moitié du champ de bataille quand tu choisis de sortir ton armée. Donc soit mettez-vous d'accord avec votre adversaire et faites une table plutôt qui ne donne aucun avantage entre les deux adversaires si vous voulez faire un jeu égal, mais derrière après, si vous voulez un côté narratif, si vous voulez commencer à raconter une histoire, mettez beaucoup de décors, mettez des décors qui vont vous gêner, même vous, mettez des décors bien sûr qui sont là pour raconter encore une fois une histoire, un village dévasté, un marais putride, un désert dangereux recouvert de dunes ou une cité prise dans le siège de vos armées. C'est vraiment quelque chose qui est important pour ce qui est de la table et de la vie qu'elle doit raconter. Les décors auront des mots-clés. Terrain dégagé, terrain difficile, terrain dangereux, infranchissable, etc., etc. Donc mettez-vous bien par contre d'accord avec votre adversaire avant de commencer la partie. C'est ça qui est quand même le plus intéressant et le plus important en termes de fair play, c'est bien de, si vous avez déjà en plus préparé la table en avance, comme moi je le fais, c'est de dire avant même le dépôt, avant même de voir les listes d'armées, tout simplement, voici une forêt, elle est terrain difficile et terrain dangereux, voici des murets, c'est terrain difficile, tiens, voici un champ, c'est terrain dégagé, c'est juste pour la décoration. Également, n'hésitez pas, c'est bien précisé dans le livre de règles, de mettre des petits décors qui
agrémente énormément la table. Les joueurs de Mordheim, comme vous et moi, c'est peut-être dans cette les joueurs les joueurs de Mordheim, comme vous et moi, ont un amour assez certain pour les tables chargées de tout petits clins d'œil et de petits décors. Le livre de règles explique bien que préciser que ces décors-là ne sont que esthétiques et que si jamais une petite barrière ou une petite pancarte vous gêne pour placer une unité, déplacez-le juste après, ça n'a pas d'incidence sur la partie. Il faut juste en fait se mettre d'accord avec l'adversaire. Donc les différentes catégories de terrain. Alors les différentes catégories de terrain, vous en avez le plus classique, le plus connu, la plaine, la race campagne, le fait que la table soit plate littéralement, où il n'y a pas de décor, s'appelle la catégorie des terrains dégagés. Donc les terrains dégagés, c'est vraiment la ligne de vue est bien visible, il n'y a pas de dangerosité autour de vous, c'est le terrain plat, c'est vraiment ce qui va faire plaisir à vos chars par exemple, ou à pas mal de vos manœuvres. Donc les terrains difficiles ont une incidence sur la partie, ils ont un impact sur vos unités. Lorsque votre unité traverse un terrain difficile ou démarre depuis un terrain difficile, eh bien vous devez comptabiliser un malus de -1 au mouvement de votre unité. Si le champ qui vient d'être labouré est un terrain difficile sur votre décor, eh bien comptabilisez-la comme ça. Également, chose importante dans le livre de règles, les terrains difficiles vous empêchent d'avoir des bonus de rang comme si vous êtes un tirailleur en fait. Donc si vous êtes en ordre dispersé ou en ordre serré, être dans un terrain difficile, en tout cas 25% de votre unité minimum, si elle est dans le terrain difficile, vous fait perdre vos bonus de rang. Dernière chose dans les terrains difficiles qui est extrêmement importante en termes de stratégie de jeu, surtout avec la version de Warhammer Old World, si vous déclarez une charge depuis un terrain difficile vers un terrain difficile, si un ennemi s'est mis à l'abri dedans, ou si vous êtes à 25% dedans, si vous déclarez une charge, eh bien, en jetant vos 2 dés de charge, vous devez défausser le dé le plus grand et garder donc le dé le plus petit. Et ça, c'est un énorme malus dans les charges de Warhammer Old World. Donc prenez énormément ça en compte si, par exemple, vous venez charger des elfes sylvains chez eux. Voilà, ça peut peut-être vous faire une petite surprise, vous allez peut-être arriver un peu trop tard et donc on risque de contrecharger. Mais prenez ce conseil à bon entendeur, bien sûr. Le terrain dangereux. Alors celui-ci, il peut être combinable avec le terrain difficile. Encore une fois, présentez vos décors lorsque vous présentez votre table et rien ne vous empêche de combiner les règles. Alors bien sûr, ne mettez pas dégagé et dangereux, ça n'a pas de sens, mais vous pouvez mettre simplement des terrains difficiles comme un champ qui vient d'être labouré et littéralement une forêt dense qui, elle, sera terrain difficile. Ça vous ralentit, etc. Mais aussi terrain dangereux, parce que tu peux te prendre une branche dans la tronche ou une racine dans les pieds en courant. Avant, dans Warhammer Battle, on avait des unités qui étaient plutôt immunisées à ça, d'autres qui étaient très sensibles à ça. Eh bien là, c'est extrêmement simple. Warhammer Old World fait table rase du passé. Si vous faites le moindre mouvement, démarrez un mouvement, finissez un mouvement, traversez dans votre mouvement un terrain dangereux, vous devez faire un test. Pour chaque figurine que ce soit, les figurines toutes seules ou les figurines en unité, vous devez, pour chacune d'entre elles qui traverse ce décor de type dangereux, vous devrez faire un test de terrain dangereux. Comment ça fonctionne? Vous faites un test de terrain dangereux. Chaque figurine de votre régiment qui traverse un terrain dangereux, même si elle est toute seule, jette un dé. Si elle fait un 1, elle perd un PV. Voilà, c'est radical. Alors véritablement, le livre de règles marque bien qu'elle perd un PV. Il n'y a même pas de précision par rapport à une sauvegarde invulnérable, une sauvegarde d'armure ou une régénération. Donc là, vu que ce n'est pas précisé dans le livre d'armée, ça me paraît extrêmement violent qu'il n'y ait vraiment que dalle. On pourrait au moins garder l'invulnérable, mais ce n'est pas précisé. Donc là, je vous laisse libre pour choisir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment un PV direct, ou alors est-ce que c'est un PV, mais on garde au moins l'invulnérable? À vous de choisir. Quoi que vous fassiez, comprenez bien qu'un terrain dangereux continue à fonctionner comme un terrain difficile pour ce qui est du combat. Si vous êtes dans un terrain dangereux et que vous combattez au corps à corps en ordre serré ou en ordre dispersé, vous perdez quand même vos bonus de rang. Méfiez-vous, méfiez-vous. Dernière petite précision, imaginons que les barrières comptent comme test le terrain dangereux. Vous avez mis des barrières avec des pieux par exemple sur vos décors, une ligne de plusieurs barrières les unes après les autres et vos régiments sont derrière. Si quelqu'un par exemple s'amuse à charger à travers
la ligne de front qui est de 2 barrières avant d'atteindre vos unités, imaginons qu'il saute un champ pour vous prendre de flanc, eh bien, les unités vont bien tester 2 fois, une fois pour chaque barrière qu'ils vont traverser durant leur mouvement. Donc en plus c'est cumulatif selon le décor que vous avez choisi. Donc encore une fois, les décors sont là pour nous embêter plus qu'autre chose, mais c'est ça la stratégie de All World. Une précision par rapport au terrain infranchissable, au terrain dangereux, au terrain difficile. La FAQ qui est sortie en fin janvier de All World, qui est déjà sortie, quelqu'un posait la question par rapport à des volants et aux vortex magiques qui peuvent être posés parfois sur la table en reste en jeu. Une énorme colonne de flammes qui est posée, représentée par un gabarit au sol sur la table. Est-ce que ceci comptait comme un test infranchissable, enfin était comme un décor infranchissable, ou un test difficile ou terrain dangereux? Eh bien Games Workshop a répondu en annonçant qu'il s'agissait bien de terrain difficile, même pour les volants. Si vous traversez une colonne de flammes, non seulement vous êtes touché par le gabarit, mais en plus vous faites un test de terrain dangereux. Ensuite, vous avez la catégorie des terrains infranchissables. Bon, alors là, c'est pas très compliqué d'imaginer ce que c'est. Un pilier gigantesque, je ne sais pas, un fossé profond où vous ne voyez pas le fond. Des choses infranchissables sont tout simplement là pour interdire la zone sur le champ de bataille. C'est-à-dire que vraiment, personne ne peut les traverser. Même pas les volants. C'est bien précisé dans le livre de règles. Donc, comptabilisez ça comme ça par rapport à vos propres tables et aussi en présentant encore une fois votre table à votre adversaire. Ensuite, le livre de règles nous précise les obstacles linéaires, donc les murets si vous préférez, les murets, les barricades, les barrières, ça c'est vous qui décidez encore une fois en présentant votre table. Eh bien, il le détermine en 3 situations. Il y a les obstacles linéaires bas, donc ce qui ne dépasse pas 2 pas de hauteur sur la table, et les hauts, bien évidemment, vous l'avez compris. Alors pourquoi j'ai parlé de 3 situations? Parce que il y a 3 manières possibles qui peuvent peut-être vous embêter avec les barrières. Si jamais votre régiment, vu que c'est simplement un obstacle linéaire, il peut parfois s'arrêter au milieu du déplacement et s'arrêter au milieu de la barrière. Il peut le faire, c'est pas infranchissable. La seule difficulté pour lui, c'est que s'il a 2 rangs à l'avant, la barrière au milieu, 2 rangs à l'arrière, et qu'il est chargé, eh bien il comptera comme désorganisé et il n'aura pas de bonus de rang durant ce corps à corps. Idem, si jamais le joueur qui est attaquant charge une unité qui est en défense derrière un obstacle, donc là littéralement un mur de bouclier nain qui en plus s'est mis derrière un vrai mur et qui attend votre charge, là c'est pas suicidaire mais c'est quand même très dangereux de faire ça. Donc tout simplement ce que nous explique le jeu, c'est que votre régiment veut bien venir au contact du mur qui est défendu par l'autre régiment et vous allez faire une charge désorganisée, donc vous n'aurez pas de bonus de rang, ce qui est plutôt normal vu qu'il y a une position défensive devant vous. Par contre, si vous avez la règle vol, vous ne prenez pas en compte ceci. Voilà, si vous arrivez en vol avec une charge, eh bien le livre de règles précise que pour les obstacles linéaires bas, donc de moins de 2 pas, eh bien vous arrivez, vous n'avez pas de malus de charge désordonnée. Enfin, les obstacles linéaires hauts, c'est-à-dire littéralement les murailles par exemple, ou alors des grandes palissades de bois, eh bien peuvent être comptés comme terrain infranchissable. Encore une fois, aménagez vos décors. Tout ce que je vous dis en termes de règles n'est là que pour vous donner des idées de création de décors. Vous pouvez faire des palissades, mais avec des créneaux supplémentaires au-dessus et un poste de tir pour pouvoir mitrailler l'ennemi d'en bas. Mais vous, avec peut-être vos unités volantes ou des choses comme ça, vous pouvez l'attaquer et essayer de renverser la vapeur. Ensuite, ce sont les collines, les meilleurs amis des nains, bien évidemment, et des impériaux. Enfin bref, les collines, tout simplement, comptent, pour la plupart du temps, surtout c'est précisé dans le livre de règles, comptent comme des terrains dégagés. Après, encore une fois, rien ne vous empêche de combiner les terrains. Vous avez des collines agrémentées avec des gros rochers sur les côtés. Vous pouvez compter que les rochers sont du test de terrain dangereux sur les côtés, avec un test de terrain difficile, avec du terrain difficile, mais que la moitié de la colline en elle-même est dégagée. Vous êtes libre de création, vraiment. Donc, les collines, certes, vous donnent un terrain dégagé de base, mais surtout, elles sont une position défensive excellente. Une unité qui est sur une colline et qui se fait attaquer au corps à corps disposera d'un bonus de +1 au résultat de combat parce qu'elle est légèrement en hauteur. De plus, étant sur une colline, elle possède un meilleur axe de vue et bien évidemment qu'elle pourra tirer
plus efficacement. Vous savez que n'importe quelle arme de tir dans Warhammer Old World, si vous êtes sur une colline, vous pouvez tirer avec le second rang et non pas seulement le premier. Donc avec des arcs en tir de volée, vous tirez sur 2 rangs, plus la moitié des autres rangs derrière si vous ne bougez pas. Donc voilà, pensez à ça les archers bretoniens par exemple, ou les archers aux elfes par exemple. Également, dans la FAQ qui est sortie en janvier, certains posaient la question de est-ce que je peux mettre une unité à la moitié de la hauteur de la pente de la colline, une autre unité en haut de la colline, et comme ça tout le monde peut tirer en escalier. Ça a été des questions un peu posées comme ça. Ça, mettez-vous d'accord avec votre adversaire, franchement, ne cherchez pas la petite bête avec beaucoup de questions comme ça qui sont très vite saoulantes dans le wargame. En tout cas, c'est mon cas, j'aime pas ces questions-là. Simplement, vous expliquez, la colline permet à une unité d'être en hauteur si elle est sur le plat en haut de la colline. Et puis voilà, c'est marre. Sinon, vous avez des yeux, mettez-vous à hauteur de la figurine et vous verrez très vite si vous voyez bien l'adversaire ou pas. Prenez bien en compte quand même qu'un terrain infranchissable reste impossible à passer avec une ligne de vue, même si vous êtes sur une colline. Ensuite, les tours. Alors, la tour, c'est vraiment que la tour. Imaginez bien que si je vous parle d'un bâtiment, encore une fois, créez vous-même vos règles, mais là, je vous en présente un seul pour vous donner un exemple du livre de règles. Donc, une tour, les bonnes vieilles petites tours qu'on avait dans les décors de Games Workshop de Battle, sont précisées comme terrain infranchissable, mais aussi comme bâtiment. Autrement dit, si vous êtes de catégorie bâtiment pour ce qui est d'un terrain, eh bien, vous pouvez avoir une unité d'infanterie qui peut aller à l'intérieur. Vous pouvez simplement aller à l'intérieur de ce bâtiment, mais pas si vous dépassez une PU de 10. Donc en gros, si vous avez une PU de 1 à 10, vous pouvez rentrer dans le bâtiment, mais c'est tout. Encore une fois, pour un bâtiment de catégorie seulement tour. Précision importante, il s'agit bien d'unités d'infanterie, mais infanterie de toutes celles que je vous ai présentées dans le type de troupe, c'est-à-dire infanterie régulière, infanterie lourde et infanterie monstrueuse. Si vous occupez un bâtiment ou un terrain spécial même, sachez que vous ne pouvez plus charger. C'est précisé dans le livre de règles. Dès que vous occupez quelque chose, qu'il soit un bâtiment ou un site spécial en rapport à votre scénario, vous ne pouvez plus charger depuis cet endroit. De plus, votre axe de vue passe à 360 degrés, et cela même si vous êtes en ordre serré ou en ordre dispersé. Bien évidemment, si vous êtes dans un terrain et vous occupez ce terrain bâtiment, comme une tour, tout le monde peut vous tirer dessus. Tout le monde qui peut tracer bien évidemment une ligne de vue jusqu'à un morceau du bâtiment pourra vous tirer dessus. Par contre, vous compterez en couvert lourd, quoi que vous fassiez. Si vous êtes dans une tour et que vous voulez tirer sur un ennemi qui s'approche, eh bien vous avez ce qu'on considère comme une vue imprenable. C'est-à-dire que vous pouvez tirer comme si vous étiez sur une colline avec un point de vue supérieur, en hauteur. On compte bien que vos hommes montent pour pouvoir après derrière tirer. Donc si jamais vous êtes touché par un gabarit et que toute votre unité toute l'unité étant touchée mais étant entassée dans un couvert lourd entre guillemets apporté par la règle du bâtiment, le bâtiment et sa règle entassée vous fait automatiquement toucher par le gabarit. C'est bien des touches aléatoires qui vont se passer et au lieu de toucher sur 4+, votre adversaire dans la tour, vous ne le toucherez que sur 5+, parce que le bâtiment quand même lui offre une protection. Donc pour le canon, comme je vous l'ai dit, le canon touchera quand même le bâtiment et la tour, mais là aussi, Old World a précisé qu'est-ce qui se passait. Si jamais un canon touche un bâtiment et donc touche l'unité qui est dedans, eh bien l'unité qui est dedans se prend des 3 touches force 4, PA-1. Après, le canon en lui-même, eh bien le boulet de canon, ne traversera pas le bâtiment, il sera directement stoppé. Donc au final, tirer avec un canon dans un bâtiment est beaucoup moins létal qu'avant. Pour continuer dans les règles de la tour, les seules manières de prendre une tour à quelqu'un qui la contrôle déjà, c'est de l'attaquer avec des unités d'infanterie, parce qu'il n'y a que ça qui peut rentrer dedans, mais aussi, et c'est permis aussi, par des unités qui ont la règle vol. Donc les gyrocoptères peuvent attaquer les tours, bousiller tout ce qu'il y a dedans, mais ne pas prendre, bien évidemment, les tours. Pour charger une tour, il suffit bien évidemment de toucher le décor. Donc si vous avez une énorme tour et que quelqu'un arrive à toucher le décor, il vous a chargé à l'intérieur. Et pour changer par rapport à Warhammer Battle, eh bien, au moment où vos 2 unités sont prêtes à combattre, eh bien, vous ne choisissez que 5 figurines pour faire partie du rang combattant. Donc c'est ça qui rend aussi très 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 dangereux le combat dans une tour ou dans un bâtiment. Alors précision par contre, il ne donne bien 5 figurines. Mais si dedans c'est des infanteries monstrueuses, voilà.
Donc ça, voilà, mettons un petit veto tout de suite, vu que ce n'est pas précisé dans le livre de règles. Ils nous disent bien des unités de catégorie infanterie, mais comme je vous l'ai présenté dans les infanteries, j'ai d'ailleurs oublié de parler des nuées, on a aussi les nuées, les infanteries monstrueuses et les deux autres infanteries, régulières et lourdes. Encore une fois, mettez-vous d'accord avec votre adversaire, vu que ce n'est pas précisé, ou alors je ne l'ai pas trouvé dans le livre, je ne suis pas omniscient. Peut-être que l'infanterie monstrueuse ne va au final pas rentrer dedans. Écoutez, vous êtes libre, comptabilisez ça dedans, mais pour des soucis quand même d'équitabilité et que ce soit pas trop violent, comptez que si c'est de l'infanterie monstrueuse qui peut aller dans une tour, pas plus de 2 figurines pour combattre dans votre infanterie monstrueuse par rapport aux 5 autres d'infanterie qui vous seront envoyés dessus. Soyez fair play. Donc quand viendra le combat, et encore pire, quand viendra le moment où vous allez perdre un combat alors que vous êtes dans une tour. Eh bien c'est très simple, vous faites votre test de commandement comme d'habitude. Si jamais vous réussissez votre test de commandement avec le modificateur, ou si vous faites votre test de commandement mais vous faites un repli en bon ordre, eh bien vous allez rester dans la tour. Vous ne céderez pas du terrain et vous ne vous replierez pas en bon ordre. Vous restez dans le bâtiment avec la règle de planquez-vous. Par contre, si vous loupez votre test de commandement complètement, si vous dépassez et que vous devriez entrer en fuite, eh bien il n'y a pas de fuite depuis un bâtiment. Warhammer Old World explique que votre régiment s'est fait annihiler dans le bâtiment. Vous êtes tous morts, même si vous restez encore des figurines vivantes. Enfin, petit point très sympa de règle que j'aime beaucoup, si jamais vous êtes dans un bâtiment à la fin de la bataille et que vous l'occupez toujours, vous avez un bonus de 100 points de victoire pour une bataille classique. Et ça, ça prouve que vous avez défendu honorablement votre bâtiment et que vous avez réussi à tenir. Donc là, tout ce que je vous ai bien présenté, c'était bien pour une tour, une simple tour de guet. Si jamais vous faites un énorme manoir à plusieurs morceaux, vous pouvez faire gérer tout ceci avec tous les morceaux avec des règles spéciales, etc., des machins hantés, des trucs magiques. Créez vos règles. Vous en avez d'autres, des bâtiments précisés dans le livre de règles, mais elles sont un peu vues et revues depuis des centaines de versions. Je déconne, mais bon là, elles sont vues un peu depuis beaucoup de versions. Donc, créez les vôtres, c'est toujours bien plus sympa comme ça. Les petites précisions quand même qu'on me pose déjà en Warhammer Battle et que je ne sais jamais vraiment y répondre, là je vais y répondre parce que le livre de règles précise cela. Pour rentrer dans un bâtiment, vous ne pouvez le faire que dans la phase des mouvements restants, des mouvements normaux. Mais il n'est pas précisé que vous pouvez le faire avec une marche forcée. Donc prenez en compte que pour rentrer dans un bâtiment, il vous faut votre mouvement normal, comme un battle. Pareil, si jamais vous êtes dans le bâtiment et vous avez réussi à mettre en fuite l'adversaire, à le repousser, soit à céder du terrain, soit surtout à se replier en bon ordre, ou encore mieux à le faire s'enfuir, vous avez le droit de le poursuivre. Il n'y a pas de souci, vous pouvez sortir du bâtiment avec votre jet de poursuite. Dernière chose, si vous voulez sortir d'un bâtiment, vous pouvez le faire, mais encore une fois, seulement avec votre mouvement normal pendant la phase de mouvement. Donc maintenant que vous savez comment habiller vos tables et que je vous ai donné quelques règles spéciales des décors, eh bien on va parler du scénario principal qu'on voit énormément, qu'on passe pour une bonne après-midi de jeu, qu'on essaie d'habiller avec un petit scénario qu'on raccroche, mais encore une fois, soyez libre de créer ce que vous voulez, tant que c'est valable et équitable, c'est toujours plus intéressant comme ça. Mais je vais vous présenter maintenant un petit peu les différentes petites étapes et comment on commence, comment on finit, comment on gagne une bataille rangée dans Warhammer Old World. Donc après avoir installé votre décor sur la table en prémisse ou alors en alterné, c'est vous qui choisissez, vous allez tirer au dé qui va choisir son côté de table. Et ça, c'est assez important. Vous jetez un dé chacun. Le plus grand résultat, ça change un petit peu avec Warhammer Battle, le plus grand résultat choisira son côté, mais choisira aussi qui se déploie en premier. Donc c'est double avantage pour celui qui gagne ce jet de dé. Attention, ce n'est pas celui qui gagne ce jet de dé qui détermine aussi s'il commence la partie ou pas. La bataille classique, la bataille rangée est sur une géométrie extrêmement simple pour ce qui est des déploiements. Chaque joueur aura une zone de déploiement sur une bordure de longueur, et vous avez un no man's land de 24 pas. C'est vraiment le maximum et la limitation totale qu'il vous faut. 24 pas de no man's land entre les deux armées au début de la bataille. Après, que votre zone de déploiement, parce que vous avez une table un peu plus petite, vous n'avez pas pu la construire plus grande, etc., vous avez 8 pas, vous avez 9 pas de largeur dans votre zone de déploiement, ce n'est pas grave. La base étant entre 10 et 12 pas. Là, vous êtes plutôt tranquille, mais avec les grands flairs de lance des Bretoniens, là, vous êtes plutôt tranquille. Donc, tout simplement, soyez joueur avec ce que vous avez.
Dans les règles classiques de déploiement, vous posez une unité, l'adversaire en pose une, vous en posez une autre, l'adversaire en pose une autre, etc. C'est du déploiement ce qu'on appelle alterné, pour essayer de contrôler un peu le champ de bataille et aussi essayer de penser à votre stratégie. Il est bien précisé dans le livre de règles que les machines de guerre continuent à être posées tout en même temps. Si vous avez une armée de nains, il a 6 machines de guerre, eh bien il va poser les 6 d'un seul coup. Par contre, précisez bien qu'il peut les poser n'importe où sur le champ de bataille, il n'est pas obligé de les coller l'une à l'autre. Également, les personnages sont déployés dans les unités ou isolés, c'est vous qui choisissez, après que toutes les unités soient déployées, mais avant les éclaireurs. Donc ensuite, qui va débuter la partie? Eh bien, dans la plupart des cas des scénarios que nous donne le livre, ou alors faites-le aussi comme ça, sauf si votre scénario raconte vraiment quelque chose qui se passe, une embuscade, quelque chose comme ça, eh bien, jetez un dé, un joueur l'un après l'autre, et le plus grand résultat choisira qui commence. Voilà. Bon, après, si vous jouez contre des Bretoniens honorables, vous aurez très souvent la réponse de qui commence. Voilà. Pour ce qui est de la durée de la partie, une bataille classique de Warhammer Old World se passe bien en 6 tours, comme l'a toujours fait Warhammer Battle, mais encore une fois, selon le scénario, rien ne vous empêche de faire 5 tours, ou alors rien ne vous empêche d'en faire 10. Tout est déterminé dans les différents scénarios qu'on peut connaître depuis des années chez Games Workshop, comme la bataille de la Tour par exemple. Enfin, après avoir fait vos 6 tours, après avoir fait tous vos tours de joueurs, après avoir joué avec vos listes d'armées, avoir sorti vos personnages, avoir balancé énormément de sorts avec votre magie, après avoir correctement utilisé chaque caractéristique de vos types de troupes, après avoir perdu vos mercenaires ou encouragé vos alliés, eh bien, vous allez déterminer les points de victoire de votre bataille. Alors, Games Workshop a continué cette espèce de truc un peu trop facile, je trouve, qu'ils avaient fait à Warhammer Battle. Je vais vous le dire quand même, parce que ce que je suis censé faire, c'est vous présenter les règles. Warhammer Old World nous explique que si vous avez dépassé 100 points de plus que votre adversaire en termes de points de victoire, vous avez gagné la bataille. Sauf que 100 points, ce n'est rien à l'échelle d'une bataille. Ce que je préfère faire sur la chaîne, encore une fois, après, vous êtes libre de le faire ou pas. Pour moi, il faut que entre les deux joueurs, pour déterminer s'il y a un gagnant et un perdant, il faut qu'il y ait plus que 25% des points de départ d'armée en écart entre eux. Vous faites une partie à 1000 points, vous gagnez de 200 points, c'est une égalité. Vous gagnez de 300 points, vous avez dépassé les 25% de base d'une armée de 1000 points, là vous avez gagné la partie. Moi je calcule comme ça pour vraiment ressentir l'impact. Mais encore une fois, le livre de règles nous explique que pour une bataille classique, vous gagnez si vous avez simplement 100 points de victoire de plus que l'adversaire. Voilà. Après, comment on calcule ces points de victoire selon le livre de règles? Alors, extrêmement simple, et j'aime bien qu'ils aient codifié ça dans Warhammer Old World. Si vous avez détruit une unité, ou si vous l'avez fait fuir en dehors du champ de bataille, vous ramassez 100% des points qu'elle valait. Voilà, au moins c'est simple. Vous avez buté une unité qui valait 350 points, ou vous avez jeté en dehors de la table, à part des fuites et des paniques, une unité qui valait 350 points, vous marquez 350 points. Par contre, s'il y a une unité qui est toujours en fuite sur la table, à la fin de la bataille, que vous n'avez pas réussi à choper, mais qui ne s'est pas rallié non plus, eh bien vous marquez 50% des points de cette unité. Une unité à 300 points, vous lui avez bouffé 150 points à l'adversaire gratos. Enfin, le livre de règles nous précise que pour chaque unité où il reste moins de 25% de la puissance d'unité de base qui est encore sur la table, eh bien vous marquez quand même 25% de cette unité-là. Donc si vous avez détruit 3/4 du régiment adverse mais qu'il n'est pas en fuite et que vous n'avez pas fini de le détruire, vous marquez quand même 25% des valeurs de points de cette unité. Ce qui rend toujours aussi ça intéressant. Pareil pour ce qui est du général adverse. Si vous avez réussi à le buter ou à le mettre en fuite en dehors du champ de bataille, eh bien vous marquez non seulement les points de cette unité parce que vous l'avez détruite ou mise en fuite en dehors du champ de bataille, mais surtout aussi vous marquez 100 points de victoire gratos qui font très bien plaisir au moral. Sachez aussi, petite précision, que si le roi, ou en tout cas le général, est en fuite sur le champ de bataille à la fin de la bataille mais qu'il n'est pas sorti de la table, il compte quand même dans les 100 points gratos de victoire, même si pour vous il n'en vaudra que 50% de ces points. Donc voilà, c'est si vous loupez votre aliment au dernier tour sur votre seigneur, ça peut, et sur votre général, ça peut vous mettre dans la mouise en termes de points. Également, pour chaque bannière que vous avez chopée en trophée de guerre, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente comment on gagne des bannières, eh bien vous marquez 50 points par bannière. Également, si le porteur de la grande bannière a été tué, est en fuite sur la table ou
est sorti de la table en fuite, eh bien vous marquez encore une fois aussi 50 points bonus pour avoir buté ou mis en fuite le porteur de la grande bannière. Donc s'il est en dehors de la table ou mort, ces points plus 50 points. C'est toujours intéressant, ça commence à faire pas mal de cumul. Tout ça, c'est une manière de calculer les points. Encore une fois, c'est une présentation que nous fait Games Workshop, c'est vraiment la première ligne que je vous montre, la première bataille classique, la bataille rangée. Vraiment, amusez-vous. Faites vivre vos tables, racontez quelque chose. C'est une brasserie qui est attaquée, les gars sortent pour la défendre, vous leur mettez un malus de -1 d'initiative parce qu'ils sont tous bourrés, mais un bonus de +1 en commandement parce qu'ils veulent pas lâcher leur bière. Ça fait une bataille qui est juste absolument géniale, même à 800 points, vous allez rigoler comme des fous. Donc vraiment, faites-vous plaisir sur des batailles comme ça et soyez le plus fair-play possible. Si vous n'avez pas été assez explicite avec votre adversaire lors de l'explication d'un décor, lors d'un placement de décor, du genre vous avez une unité qui vient se caler, il y a un décor qui gêne un petit peu, ne soyez pas des machines, décalez juste le truc et expliquez que c'est pas grave, vous avez juste bougé ça, c'est le plateau de mouvement qui gêne. Soyez ouverts d'esprit, ne soyez pas trop en mode compétition car, comme je vous l'explique, les décors de Warhammer Old World sont faits pour avoir énormément de petits détails, comme les décors de battle. Une pancarte, des tonneaux, une brouette, un morceau de pierre qui est tombé, une statue effondrée, etc. etc. C'est ce qui donne vraiment cette beauté aux tables que nous avons dans le Wargame en socle régimentaire. Attention, les batailles en 40K et en AOS restent quand même assez incroyables, ça je vous l'accorde, mais on a un petit truc que moi j'aime un peu plus quand même dans le battle et dans l'Old World. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté du mieux que je pouvais ce livre. Encore une fois, lundi soir, donc je compléterai les questions que vous avez très certainement et que certainement moi aussi j'ai par rapport aux règles spéciales. Comme vous le savez, il y en a un peu plus de 70. La plupart on les connaît déjà, mais ça sera très intéressant je pense avec la commu d'en parler lundi soir. Ça sera disponible pendant 15 jours en rediff sur Twitch et vous ne pouvez pas être là lundi. Mais je ne pense pas le publier sur YouTube, à moins que vraiment dans les commentaires de vidéo vous me dites non, on veut la 8e vidéo, transmettez-la nous, etc. À vous de montrer que vous voulez cette vidéo, mais au risque que cette chaîne en pâtisse avec Games Workshop qui n'aime pas trop partager ses créations. Donc j'espère que cette série de vidéos vous a été en tout cas utile. C'est le plus important pour moi je trouve. Warhammer Battle reste absolument mon jeu favori, mais Warhammer Old World, c'est une nouvelle manière de jouer. Pas une manière de remplacer le jeu, une nouvelle manière de jouer. On a attendu plus de 10 ans, nous les Résistants Battle, pour simplement avoir des gens qui retournent dans le hobby avec du socle régimentaire. Que ce soit Games Workshop qui ressorte ce jeu, n'importe pas vraiment. Parce qu'avec ces vidéos que je vous ai partagées, même si vous ne voulez pas acheter les livres, vous avez ce qu'il faut pour démarrer le jeu. Aucun problème. Les communautés sont là pour vous partager après des conseils, des avis, d'autres choses. Le Discord de la communauté de la chaîne est dans le lien de la description, si jamais. Et le but étant que ce jeu va vous faire rencontrer des joueurs, va vous faire souvent aussi trouver des passionnés. Partagez-le, comme on a toujours partagé Warhammer Battle. On sera peut-être 2 fois plus nombreux, comme on sera peut-être toujours les mêmes à jouer à ce jeu favori. Parce que vraiment, ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait plaisir, c'est de passer un bon moment autour d'une table avec quelqu'un qu'on aime bien et tout simplement le voir complètement foirer ses dés et nous étouffer avec notre bière parce que ça nous fait rire. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et voilà. Le vieux monde vous ouvre ses bras. Soyez un conquérant, soyez un destructeur, soyez un protecteur. Faites ce que vous voulez de ce monde et partagez surtout cette passion qui nous anime tous dans cette nouvelle manière de jouer à Warhammer. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Dites-moi bien si vous voulez la 8e vidéo. On se retrouve lundi soir pour les règles spéciales. Lundi d'après, encore pour les règles spéciales si on n'a pas fini, ou pour toutes les armes, armures et équipements que vous pouvez trouver dans le livre de règles. Et bientôt, sur cette chaîne, vous aurez toutes les reviews de tous les livres d'armée, les nains, les elfes, tous les PDF qui ont été sortis avec des joueurs de battle qui présenteront le jeu de Old World et les capacités des armées jouables dans ce mode de jeu pour les résistants battle et pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on n'a pas fini de se voir, en tout cas j'espère. Merci à tout le monde et portez-vous bien. Ciao!